déjà, bonjour à tous, merci d'être venus. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, c'est une conférence prospective. Alors, je vais laisser Charlotte peut-être se présenter et présenter Territoire et Marketing avant qu'on rentre directement dans le vif du sujet. C'est bon? Oui. Bonjour, Charlotte Boisson, Territoire et Marketing. On est un institut d'études, on travaille depuis 15 ans dans le secteur de la franchise. On travaille aujourd'hui avec près de 300 réseaux. Et du coup, ce qui nous permet de voir un petit peu tout ce qui se passe sur les différents secteurs d'activité, les nouveaux concepts qui émergent, qui arrivent, qu'on étudie en permanence. Alors justement, la question du jour, c'est comme on est dans la prospective, on va citer un certain nombre d'enseignes qui sont exposantes et pas exposantes. La question qu'on s'est posée en préparant la conférence, c'est doit-on entreprendre dans les secteurs de niche ou sur les marchés émergents? Alors déjà, je vais demander peut-être à Charlotte de nous donner une petite définition de ce que tu entends par c'est quoi un marché de niche selon toi? Et c'est même question, c'est quoi un marché émergent? En fait, on n'est pas du tout. On a associé les deux notions et on les associe souvent. Et en fait, on est vraiment sur quelque chose de différent. Enfin, j'ai remis les définitions sur le support, mais sur le marché de niche, on est vraiment sur un marché spécialisé et du coup, un marché qui ne va pas grossir, qui n'est pas en croissance et qui est un petit marché avec une petite cible de consommateurs, que ce soit du B2B ou du B2C. Le marché émergent, c'est un marché qui est en devenir, auquel on associe un potentiel, mais l'avenir nous dira si le potentiel est à la hauteur des espérances et des attentes. Voilà. Alors, on va essayer d'expliquer un peu, parce que peut-être que ça reste un peu trop théorique. Tu commences par nous parler des marchés de niche, hein. Je dis bien niche et petit marché qui est voué à rester petit, ce qui ne veut pas dire pas profitable, hein. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve aujourd'hui, aussi bien sur le salon qu'ailleurs, dans les rues de Paris ou ailleurs, comme marché de niche? On a ici sur les slides deux concepts très particuliers qui, je pense, illustrent bien ce que c'est qu'une niche. On a l'atelier du sourcil, donc c'est un concept qui est spécialisé en épilation du sourcil et pas du reste. Donc là, on est vraiment voilà. Clairement sur du marché de niche, hein. Et le bar à sieste, donc qui est qui a un concept proche de ce qui est bien-être ou institut de beauté, mais donc qui a un concept où on va se relaxer ou faire une sieste d'une trentaine de minutes dans sa journée. Donc effectivement, on est sur des choses assez pointues et assez spécialisées. On a pris volontairement ces deux exemples, hein. L'atelier du sourcil a été primé l'année dernière, justement ici, comme dans les espoirs de la franchise. Mais est-ce que ça se développe vraiment, ou est-ce que c'est vraiment ces deux concepts, on n'en a pris que deux? Est-ce que c'est pas des one-shot? C'est vraiment très lié au concept lui-même. Disons qu'il n'y aura pas 20 marques ou 20 enseignes qui vont pouvoir fonctionner sur ce segment de marché qui est très petit. Donc il y a l'atelier du sourcil qui va complètement structurer le marché. Il y en aura peut-être qu'on pourra mettre sur différents endroits du territoire français, mais ce n'est pas un marché qui est appelé à avoir beaucoup d'acteurs et à grossir. Ce n'est pas un marché qui grossira. Alors justement, est-ce que pour les gens qui sont dans la salle, qui se posent les questions, parce que soit on va sur un marché mature avec une enseigne mature, là on a choisi l'opposé, et sur un marché de niche, est-ce qu'il faut y aller? Parce que d'après ce que je comprends, il n'y a quand même pas un potentiel de développement qui est si immense que ça. Est-ce que le potentiel n'est pas immense en nombre d'enseignes ou en nombre de centres par enseigne? C'est un peu les deux. En fait, la réflexion qu'on a quand on a un projet, c'est de voir est-ce qu'il y a de la concurrence, pas parce que c'est un critère négatif, mais parce que c'est quand par exemple on ouvre un point de vente de restauration, c'est bien d'aller se mettre dans un pôle où on a beaucoup d'enseignes en restauration, puisque les gens vont se déplacer pour aller dans un endroit où ils ont le choix. Là, on n'est pas sur justement, plus il y aura de concurrence, moins ça sera intéressant, puisque le marché est trop petit pour supporter beaucoup d'acteurs. Donc en fait, je pourrais aller sur une ville où où j'en ai pas encore, où je pourrais ouvrir un atelier du sourcil ou quelques-uns, mais je vais pas pouvoir en ouvrir une vingtaine, ni avoir d'autres enseignes. Donc la réflexion en termes de projet est un peu différente de ce qu'on fait sur un marché classique. Donc là, sur les deux exemples, on est plutôt sur des marchés, on va dire,
soin de la personne au sens large, hein, parce que bar à sieste, c'est plutôt du repos. Est-ce qu'il y a d'autres marchés de niche que tu as identifiés? Est-ce qu'il y a dans d'autres marchés, peut-être les services, le B2B ou B2C, est-ce qu'il y a d'autres choses? Bah, on a, en préparant cette conférence, c'est vrai qu'on a évoqué, non là c'est les marchés émergents derrière, on avait évoqué des concepts B2B, par exemple on a Attila System qui fait de la réparation de toit avec une machine, un robot qui va sur la toiture réparer. Voilà, là on est aussi sur quelque chose qui est assez spécifique et assez particulier, qui n'existe pas ailleurs, d'où le succès d'ailleurs. D'accord. Donc c'est très intéressant. Il y a Il y a un réseau. D'accord. Ou Daniel Moquet qui va faire les allées de jardin. Il y a un réseau, c'est pareil, c'est pas appelé à avoir, mais ça fonctionne très bien parce que c'est unique et qu'il n'y a pas d'autres qui vont proposer ce service spécialisé. C'est vrai que pour avoir interrogé, ça rejoint ce que tu dis, pour avoir interrogé des franchisés Attila System et Daniel Moquet, on est vraiment sur des niches de marché, mais c'est des activités qui fonctionnent très très bien. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'autres acteurs. Alors, comment, parce que des marchés de niche, on peut dire, il y en a autant, il suffit de se promener dans Paris où il y a énormément de choses. On a mis le bar à sieste, mais on aurait pu dire le bar à chat. Il y a un hôtel à chat à Lyon. Je ne vais pas tous les décliner, mais il y a effectivement beaucoup de micro-marchés. Comment on sait à un moment que voilà, ça restera un marché de niche, mais c'est profitable? Comment on peut savoir? Bah, c'est un petit peu sur la pérennité. C'est vrai que quand on est sur des concepts comme l'atelier du sourcil ou le bar à sieste, ou Attila System ou Daniel Moquet, on a des concepts qui ont déjà quelques années d'antériorité. Et du coup, on sait ce que ça donne. Le bar à chat, je pense que après, on peut regarder un peu ce qui se passe au Japon où c'est déjà existant et ça perdure. Oui. Après, il y a un effet très fortement de mode. Je ne sais pas ce que ça. Il faut prévoir que le concept pourra peut-être se changer à partir du moment où on a l'emplacement, on a un bar et peut-être qu'on remplacera un jour les chats par des girafes ou un autre animal. Et après, il y a la question qui est une autre question, la question de la duplication. Est-ce que cette unité de bar à chat ou bar à quelque chose d'autre, est-ce qu'elle peut être dupliquée en 10 fois, 15 fois? À ma connaissance, pour l'instant, il n'y a pas de franchise. Et effectivement, je pense que c'est un peu à modéliser, c'est sans doute un peu complexe. Alors, marché de niche, on voit à peu près. Si vous avez des questions à la fin de la conférence, surtout, n'hésitez pas. Il y a un marché, les marchés qu'on parle, c'est les marchés émergents. Alors, si vous avez commencé à faire un petit tour sur le salon, je pense que les marchés émergents, on les devine facilement. Et il y en a, à mon avis, 3 grands, 4 grands, je vais froisser personne. Là, tu nous as mis l'exemple de l'aquabiking. Alors, c'est quoi l'aquabiking? On reste toujours dans les soins à la personne, plutôt... Donc, c'est du vélo dans l'eau. Ouais. Et maintenant, ça, c'est plus un marché de niche, c'est devenu un marché émergent, c'est-à-dire Alors, en fait, c'est pas des marchés, c'est vraiment les marchés émergents. Enfin, le terme émergent, c'est sur les pays en voie d'industrialisation. Oui. En fait, on voit bien qu'on n'est pas ça démarre pas sur une niche. En fait, c'est un marché qu'on associe à un potentiel, à quelque chose qui va vraiment se développer, qui va devenir un marché classique un jour, comme le textile, comme la restauration. Simplement sur lequel on est dans une promesse, puisqu'on ne sait pas encore ce que ça sera à 10 ans. Ça nous promet de vraiment se structurer en vrai marché. Après, il y en a qui vont y parvenir et il y a des marchés qui y parviendront peut-être pas. Justement, à la différence de marché de niche où tu as cité une ou deux enseignes par niche de marché, là sur l'aquabiking, je pense que je peux en recenser au moins de tête 8 à 10 réseaux en France qui se sont lancés. Là aussi, comment les personnes qui sont dans la salle peuvent faire leur choix entre pourquoi tel conseil d'aquabiking et pas l'autre? Bah après, c'est un peu le choix après entre les différents concepts. Ça va être comme sur un marché classique, c'est aussi l'antériorité, le concept lui-même, aller regarder ce qui pourrait être, parce que c'est pas parce qu'on est deuxième arrivé qu'on est moins bon que le premier. Et du coup, on va être sur des critères classiques de choix avec une enseigne au-delà. Et puis il y a aussi tout l'aspect humain. Entre on va bien s'entendre où quelque chose va se passer avec les responsables du réseau. Puis après, il y a est-ce qu'ils sont capables de répondre aux différentes questions? Est-ce qu'ils sont solides? Est-ce que les unités existantes fonctionnent bien? Appeler les franchisés du réseau et de savoir comment ça fonctionne. Mais là, on est vraiment sur de l'émergent parce qu'effectivement, j'ai cité Waterby qui étaient les premiers. 2010, mais on a un effet plus que de mode. On a des réseaux, puisque on a des clubs med ou des fitness bars qui vont avoir de l'aquabiking, qui vont l'intégrer dans leur propre activité. On a même des
des concepts comme Waterbike, comme Envido, qui sont complètement structurés autour de cette activité. Là, on parle effectivement d'activités à temps plein. C'est ça. Des concepts. Et après, cette activité, on la retrouve, par exemple, voilà, au Club Med. Ce qui permet de dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe autour. C'est plus qu'une... Enfin, il y a une déferlante aquabiking. Alors, en dessous, tu nous as mis toute une série. Et les gens, je ne sais pas s'ils arrivent à deviner ce que c'est, mais c'est une autre tendance. On appelle ça la customisation. Non, c'est des aquabikers, en fait. C'est différent. Justement, maintenant, ça s'est décliné. C'est la slide d'après, en fait. D'accord, parce que moi, d'ici, je voyais, j'anticipe sur la slide d'après, parce qu'il y a l'autre tendance que vous verrez en vous promenant un peu, mais y compris dans Paris et sur le salon, c'est alors la customisation des portables. Alors, c'est quoi? C'est un terme... avant, on connaissait les magasins qui vendent des portables. Maintenant, on connaît les magasins qui customisent des portables. Alors, concrètement, c'est quoi? Et ça, c'est vraiment un marché émergent ou c'est qu'un effet de mode? C'est un vrai marché émergent. Ouais. Autant en France qu'à l'étranger. C'est donc, vous avez The Case, vous avez des concepts comme ça sur le salon, vous pourrez aller voir. C'est effectivement, on n'est plus sur l'équipement de l'appareil lui-même, mais on est sur la personnalisation de ces appareils, de ces smartphones ou tablettes, avec des concepts qui nous proposent des coques qu'on va pouvoir complètement personnaliser. Et là aussi, peut-être même question que pour l'aquabiking, est-ce qu'il faut ou pas donner la prime, on va dire, au premier entrant sur le marché, c'est-à-dire celui qui a ouvert le marché, ou on peut être le deuxième ou le troisième sur le marché, être tout aussi bon? Comment les gens peuvent faire leur choix? Ça va être comme sur les marchés classiques. La restauration, sur les différents concepts, il n'y en a aucun qui ont inventé le concept de restauration. Et pourtant, c'est des très bons concepts. Du coup, pour moi, c'est la même démarche. De passer du temps à regarder le concept lui-même, les ratios, et vraiment étudier un peu en benchmarkant les différents concepts. Et justement, on n'est pas là pour faire un comparatif, mais est-ce que tous ces concepts un peu sur la customisation, sur l'accessoire, est-ce qu'ils font tous la même chose, ou il y en a qui font un peu plus, qu'on élargit leur offre de service justement? Comme on est sur un marché émergent, on a des concepts qui ne sont pas encore complètement figés et qui sont en train d'évoluer, où il y a des gammes additionnelles, tout ce qui est l'accessoirisation, les écouteurs, puisqu'on était au début sur la coque, puis on peut imaginer qu'il y a d'autres choses qui vont naître. En revanche, on sait que c'est un marché qui fonctionne bien, il y a un renouvellement qui est plus important que sur les appareils eux-mêmes. Oui. Après, la question, c'est est-ce qu'il faut investir ou pas sur ce type de concept? Ça dépend un peu sur quel projet de vie on a derrière. Si il s'agit de vraiment partir en province, en province ou partir dans une autre ville, ouvrir une activité, peut-être de l'avoir adossé à une activité plus classique aussi, parce que ça fonctionne bien, ça fonctionne très très bien maintenant. Comme c'est intrinsèquement, c'est un marché émergent, donc on ne sait pas comment ça sera dans 10 ans. En tout cas, c'est des concepts d'un point de vue architectural, d'agencement intérieur, qui sont assez soignés. Qui sont très soignés, qui sont complètement dans l'air du temps, qui sont dans les tendances de consommation, qui ont un vrai succès en termes de chiffre d'affaires, de clients, après, c'est le marché émergent. C'est un marché dont on pense qu'il dépasse l'effet de mode et il sera voué à se pérenniser. Mais tant que la réalité nous l'a pas dit, on a toujours un doute. Voilà. Pour l'instant, les trois ou quatre enseignes que tu cites dans ta présentation sont des enseignes qui se développent, qui ouvrent des points de vente. Qui se développent et qui fonctionnent très bien, oui. Alors, il y a une autre tendance, mais là, je crois que tu as mis un slide sur la cigarette électronique. Alors, effectivement, là, marché émergent. Il y a 3 ans de mémoire, il y avait un exposant, ou il y a 2 ans, il y avait un exposant. Aujourd'hui, je ne les ai pas tous recensés, mais je parle que des exposants, c'est-à-dire ceux présents sur le salon. On est presque à une dizaine, sans parler de tous les acteurs 100% Internet, sans parler des indépendants, des vrais indépendants. Ici, on a en fait, j'ai mis une liste avec un certain nombre d'acteurs. Oui, on a beaucoup. Donc là, tu as recensé, je vais me mettre debout, tu as recensé effectivement tous ceux qui sont sur le marché français. C'est ça.
Donc quand je dis qu'il y a déjà une dizaine sur le salon, vous voyez, je n'avais pas fini la liste, mais après, on est plutôt sur une quinzaine. Alors justement, là, pareil, sur ces marchés, ce marché, on en parle beaucoup parce qu'on ne sait pas trop effectivement comment va évoluer la législation française, la législation européenne, la distribution. Là, toujours la même question, j'ai envie de dire. Est-ce que ça y est, maintenant, ce marché, est-ce qu'il faut encore y aller ? En tout cas, c'est le gros marché du moment. Ça a été le cadeau de Noël. Il y a un vrai business à faire dans ce marché-là. Après, c'est la même réponse. C'est quel est mon projet de vie ? Comment je me projette ? Est-ce que j'investis et je fais un peu d'affaires, mais je suis prêt à changer si si la législation évoluait. Est-ce que j'ai des solutions ou est-ce que j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus sûr sur lequel je vais peut-être gagner un peu moins, mais Alors là, tu nous as identifié, donc je les compte pas, mais presque une vingtaine. Est-ce qu'il y en a encore d'autres qui vont se lancer ? Oui. C'est-à-dire combien Ça, après, je ne suis pas Madame Irma, mais quand on a eu, par exemple, le lancement de la pizza livrée en France, il y a eu beaucoup d'enseignes. Et puis après, à un moment donné, le marché se structure, se professionnalise, et on n'en a que quelques-uns qui vont rester les plus structurés. Mais justement, pour les gens qui se disent, voilà, là, c'est le marché émergent, il faut y aller maintenant, il ne faut pas attendre 2 ans. Comment je peux faire mon choix parmi ça va être en fait, et en plus je vais participer, je vais juger de l'antériorité, du modèle économique, je vais aller appeler des franchisés déjà existants pour savoir comment ils fonctionnent. Et après, ma candidature et ma franchise va aussi participer de la pérennité du réseau que je choisirai. Et du coup là, peut-être avoir un petit peu de recul sur l'enseigne ou la marque, ça c'est peut-être un plus, non, dans son choix Oui. Ou pas ? Oui, sans doute, oui. Alors là, on n'est pas, selon toi, sur un effet de mode. On est sur un marché qui va s'installer, qui sera peut-être pas un marché colossal, mais qui sera un marché qui va s'installer. Après, la question, c'est effectivement la législation, mais parce que les gens peuvent se poser cette question, parce que si du jour au lendemain il y a une législation qui passe, comme on a entendu parler il y a quelques mois, que ce soit au niveau européen, de fait l'activité elle s'arrête. Ce qui n'est pas le cas de l'aquabiking, ce qui n'est pas le cas Non, mais ce qui peut être interdit, c'est la vapeur de fumée. Oui. En fait, quand vous... Après là, on va rentrer dans du technique, mais quand vous fumez sur une cigarette électronique, en fait, vous n'êtes pas obligé d'émettre de la vapeur. Et du coup, on ne peut pas vous interdire d'avoir un stylo dans la bouche. Donc, il y aura peut-être une interdiction qui ralentira peut-être un peu la croissance, mais ça ne pourra pas être complètement interdit, je pense. D'accord. Enfin, Pas avant les élections, c'est aujourd'hui. Mais ça va attendre un petit peu, je pense que ça sera de toute façon une décision européenne. Non, mais on a beaucoup d'acteurs qui se sont mis. On a aussi la grande distribution qui s'est mis dans la boucle. Il y a quand même, ça commence à avoir un poids économique et du coup, ça aurait aussi des conséquences. Les pouvoirs publics ont quand même aussi. Et les acteurs du tabac vont s'y mettre aussi. C'est ça. Donc, ils y sont déjà. Ils y sont déjà. Ils vont s'y mettre avec des moyens conséquents. Alors, après, la question qu'on se posait, c'est que marché de niche, marché émergent, mais il y a aussi parfois, on peut se dire, mais pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est qu'il y a aussi des marchés des effets mode. Alors, on en a identifié un, notamment, c'est le burger. Vous allez me dire, le burger, ça n'a rien de révolutionnaire. Jacques Borel l'a fait dans les années 60, mais aujourd'hui, depuis 2 ans, 3 ans, à Paris et y compris en province, il y a quand même une montée en gamme de ce segment avec l'apparition. Alors, je vais froisser personne, mais sur Paris, on a des blends, on a des mobs Veggie Burger, on a Big Fernand. Après, dans le côté plus diner, on a Memphis, HD Diner. On en a beaucoup. Oui, j'ai un peu distingué le diner du burger parce que on a un concept qui est un tout petit peu différent, mais qui se rapproche. C'est une mode américaine en tout cas. Oui, et il suffit de voir l'affluence qu'il y a déjà aujourd'hui sur le stand de Burger King, où il est très difficile d'entrer, je précise, pour voir qu'il y a quand même un effet. Alors là, on est vraiment sur un effet mode, ce qui va retomber, parce que le burger, c'est pas nouveau, sauf erreur de ma part. Les McDo, c'est 1979 en France. Et pourquoi cet engouement ? Et là, est-ce qu'on n'est pas sur un effet un peu de mode parisien ? Non, mais il y a des modes. Comme il y a eu, je citais la pizza, il y a eu la mode de la pizza, il y a eu la mode du sushi et le sushi s'est pérennisé, la pizza s'est pérennisée.
Après, il y a une diversification. Je citais les salades bars. C'était surtout il y a 2-3 ans qu'il y a eu un vrai engouement. Et on voit aujourd'hui tous les acteurs ont une offre qui s'élargit, qui ne font plus que de la salade, mais qui vont proposer aussi du panini, de la sandwicherie. Parce que oui, il y a un effet. Par exemple, le sushi, on en a tous mangé. Il faut ouvrir un peu. Donc le burger, ça va être la même chose. Il y a un effet de mode parce que on en mangeait peut-être un peu moins. On a fait le tour de la pizza, on a fait la tour et du coup, on a envie d'avoir d'autres choses. On aime bien avoir le choix quand on mange. Et surtout sur des segments de prix qui vont de 7 € le menu à 15 € le menu, voire plus. Oui, puis il y a des essais maintenant sur le hot dog, sur le kebab, où on est sur des choses un peu plus luxueuses que ce qu'on a habituellement. Est-ce que des tendances, il y a une époque on parlait beaucoup, est-ce que ça c'est une mode qui est passée, mais les bars à soupe, les bars à jus, il y en a eu beaucoup, tout ce qui est bar à smoothie. Là sur le salon, autre tendance, c'est peut-être le frozen yogurt. Oui. J'aurais pas assez de 4 jours pour tout tester, hein. Il y en a de mémoire 11 ou 12 présents. Oui, puis s'il faut tout tester, ça va j'arrive plus. Vous allez être peut-être un peu... Mais là, c'est pareil. Est-ce que c'est un effet mode? Parce que le burger, on peut dire que tout le monde connaît. Mais là, sur des marchés, vraiment sur des niches de marché, comme, je sais pas, le bagel, comme tu disais, les salades bars, ça, est-ce qu'il faut y aller? En tout cas, c'est... Le burger, on connaît. Après, à chacun de s'adapter selon Oui, mais on l'a pas on l'avait pas sous cette forme-là du burger à la française ou plus travaillé, où on n'est plus justement dans de la restauration rapide, mais on est quasi sur du assis, avec un burger qui coûte plus cher. On n'est pas à 1 €, on est plutôt autour de 8 € ou de 8-10 € le burger. Donc on a un produit qui est plus qualitatif. Bon, il y a quelque chose qui se passe de toute façon autour de la cuisine en France, de la qualité de la cuisine. On a un vrai retour là-dessus. Après, tous les concepts vont se moduler. Donc même si aujourd'hui ils sont uniquement sur le burger, quand la vague sera un peu retombée, on peut compter sur les enseignes pour aussi ouvrir l'éventail comme ils ont fait sur les bars à soupe ou les salades bars. On voit que Quick a lancé son bar à burger hier, sur des formats beaucoup plus petits, 150 mètres carrés, avec une gamme plus courte et uniquement du centre-ville et les zones de flux, c'est-à-dire gare, aéroport. Donc on voit que ça bouge encore, y compris au niveau des... Oui, où on voit un sushi shop ouvrir de la pizza. Enfin, les concepts évoluent aussi. Alors dans la restauration, effectivement, là, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est plus que l'effet de mode. Il y a un autre marché, parce qu'on a choisi... je vais rester sur les burgers, mais un autre marché où il y a aussi des effets mode. C'est peut-être moins visible sur ce salon, mais c'est visible quand on se promène dans les centres co ou dans les retail parks. C'est au niveau du PAP, du prêt-à-porter. Par excellence, j'ai envie de dire, le prêt-à-porter, c'est un secteur de mode, puisqu'il y a des collections. Mais est-ce qu'il n'y a pas des tendances? Je pense notamment du côté des jeaners, des vendeurs de jeans, pour parler français. Mais il y a effectivement des enseignes, et des vrais segments de marché qui sont... il y a des modes. C'est vraiment monté en gamme. Oui. C'est pas de cette année, mais est-ce que là, comment on peut le définir? C'est aussi un effet de mode. Il y a eu aussi les sports de glisse, tout le sport, tout le prêt-à-porter lié au sport de glisse qu'on met en ville et qu'on met pas spécialement. Mais il y a eu parce que c'est comme en restauration. Enfin, on peut se lasser d'un classicisme. Du coup, il y a eu l'entrée des jeaners et des sports de glisse. Et puis le textile des sports de glisse ou des jeaners avait un côté très streetwear qui commence ils commencent à rentrer dans le classique et d'ailleurs on les voit sur les implantations où ils avaient tendance à être regroupés les sports de glisse ensemble, les jeaners ensemble. Maintenant ils commencent à s'installer aussi sur des enseignes qui sont plus classiques ou même un peu plus haut de gamme. Et ils rentrent aussi dans c'était cher mais pas haut de gamme. Ça commence à devenir haut de gamme avec le même positionnement de prix. Alors justement, on peut citer quelques marques dans le jean qui te semblent révélateurs de ce qui est... on en a quelques-unes sur le salon. On a un G-Star par exemple qui expose pour la première fois si je ne me trompe pas. Oui. Là, on est sur un pur jeaner. Oui.
Des enseignes comme Caporal. Caporal, le temps des cerises, Ouais. on en a beaucoup qui sont rentrés sur le marché et du coup aussi sur le marché de la franchise qui leur permet de se développer. Mais là, du coup, ça rejoint un peu tout ce qu'on s'est dit. C'est des enseignes qui existent depuis un moment, mais qui prennent une petite partie des collections, les jeans au sens large, et qui en font leur spécialité. Et ça, pareil, pour les gens que ça intéresse, comment on décide de prendre tel jeaner à tel autre Bah, alors là, il y a en plus, il y a vraiment, il y a des personnalités ou des positionnements qui sont très marqués. On va avoir un historique Lévis qu'on connaît tous. On va avoir un Caporal qui est très, enfin avec une communication très marquée, très marseillaise, très Taxi 3, etc. Attention, s'il y a des Marseillais, je ne sais pas ce que ça veut dire, une communication très marseillaise. Hein. Non, mais c'est plutôt en positif. Hein. Les films Taxi. Oui, non, mais je vois très bien. Ils ont une identité. On avait Drogba, et puis on a un G-Star qui a le côté aussi plus américain. Donc on a aussi, je pense qu'on a aussi le goût chacun d'une enseigne avec laquelle on va se sentir bien ou qui va nous ressembler. Et puis après, il y a les critères habituels et c'est de la rentabilité, c'est qu'est-ce qu'on propose comme assistance, quelle est la logistique, quelles sont les collections et qu'est-ce qu'ils envisagent, puisque autour du jean, c'est des enseignes qui sont constituées autour du jean qui est leur ADN, mais qui a en fait c'est l'ensemble de la collection qui vend derrière, parce que s'il y avait que le jean, il y a toute une gamme. Et qu'est-ce qu'ils proposent, comment ils ont su pérenniser et développer au-delà du jean lui-même. Alors, on passe presque tout en vue, mais le temps est serré. Il y a également, au-delà des concepts clairement avec boutique, comme on a vu, hein, restaurant, point de vente, il y a également tout ce qui est, on va dire, service à la personne au sens large, où il y a une nouvelle tendance depuis un an ou deux, soit sous forme de micro-franchise ou pas, des marchés sur le jardinage, bricolage. Est-ce que ça, selon vous, selon toi, c'est quoi l'avenir pour ces micro-marchés parce que on va dire le bricolage et le jardinage, on n'invente rien. Ça existe depuis pas des siècles, mais depuis des années. Mais quel regard tu portes sur ces nouveaux marchés en franchise? C'est des marchés un peu particuliers, puisque effectivement on n'a pas d'invention, on a des choses qui existaient plutôt en travail au noir, où on le fait, et qui deviennent structurées parce qu'on a envie d'une qualité de service. Et de pas de mauvaises surprises et qui correspondent à un vrai besoin. Après, il y a toute la question des aides gouvernementales, mais on voit que au-delà de la remise en cause, c'est des marchés qui fonctionnent parce que quand on a besoin de faire entretenir son jardin qui est très grand, enfin, on a un vrai besoin. Et là aussi, dans les concepts ou réseaux, est-ce qu'il y en a encore beaucoup qui vont se lancer sur ces micro-marchés? Parce que je pense à O2 notamment. Oui. O2 Home Service, qui est un multispécialiste des services à la personne, qui propose des micro-franchises par métier. Ils ont commencé par jardinage, bricolage, ils vont peut-être faire l'électricité. C'est une enseigne qui tire le marché, enfin qui du coup sera sans doute suivie. Enfin, à partir du moment où le concept fonctionne. Ça sera d'ailleurs un signe que ça fonctionne et que ça marche bien. Ils seront suivis là-dedans. Et ça te paraît rassurant comme ça qu'une marque qui est à l'origine généraliste, en multispécialiste, propose des multi-activités pour un franchisé? Parce qu'en général, ces activités, on exerce à une personne ou deux, max. En fait, c'est pas la marque, le fait qu'une marque qui fasse du multiservice propose ça. O2, c'est que ça soit la marque O2 qui a testé sur plus d'une centaine d'unités l'ensemble de ses concepts, qui a une structuration, une logistique qui très très solide. Oui, je me dis que si une enseigne comme ça se lance dans la micro-franchise, c'est qu'il y a quelque chose. D'accord. Alors, peut-être en mot de conclusion, qu'on laisse les questions éventuelles aux gens de la salle. Finalement, là, on a vu la distinction ou pas, mais finalement, les marchés se recoupent entre marché de niche, marché émergent, effet de mode ou pas. Est-ce que c'est pas plus rassurant au final de se lancer sur un marché mature? Oui, enfin, c'est-à-dire un marché qui existe, qu'on arrive à... J'ai envie de dire la location auto, j'arrive à voir ce que c'est. Les centres auto, j'arrive à voir ce que c'est. Le bar à sieste, j'ai un peu de mal.
je vois ce que c'est, mais en Alors, duplication. la niche, c'est vraiment particulier. Le marché, enfin, la problématique, elle n'est pas forcément la même sur le marché émergent que sur le marché niche. Oui. Sur un marché qui est déjà existant, on a cité textile, restauration. Ok, c'est une valeur sûre, mais j'arrive sur un marché où on m'a pas entendu et qui Oui. existe déjà. Oui. Après, je peux aussi faire le pari. Alors un pari qui est avec un risque mesuré, puisque c'est l'intérêt de se mettre en franchise, c'est que je suis accompagnée aussi par une enseigne qui réfléchit à ces problématiques et qui m'accompagne et qui aidera là-dedans, où je serai un des premiers, puisque c'est des marchés qui sont en train de se structurer. Et du coup, il y a une prime vers arrivant, puisque je serai le premier et je serai peut-être suivi de concurrents, mais j'aurai l'avantage d'avoir été là en amont. Peut-être dernière question avant de vous laisser la parole à vous. Si tu devais te lancer sur un marché, tu choisirais quoi parmi tous ceux que tu nous as listés? Soit par affinité, soit par potentiel estimé, soit par goût pour le produit. Parce que ça se fait aussi comme ça, le choix d'une enseigne. Il n'y a pas que le côté financier. Ou pour le côté financier aussi. Là, moi, à titre personnel, j'aime bien tout ce qui est restauration, même si c'est pas forcément le plus facile et que ça demande un investissement personnel important. Mais oui, par goût personnel, j'aime bien le travail de la restauration. La cigarette électronique, je trouve ça assez, oui, c'est assez intéressant et amusant comme marché. Enfin, voilà. Ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir qu'on peut avoir un goût pour le métier, mais ce que tu dis, la restauration, il faut tout de suite voir un peu ce que représente ce métier en temps d'occupation, C'est temps pour ça horaire. que la problématique de quel est mon projet personnel, on ne peut pas répondre aux questions en soi. À chaque fois, ça va être par rapport aussi à ma problématique personnelle, à mon projet. Quel est votre projet? C'est la première question qu'il faut se poser. Oui, c'est pour ça qu'on n'allait pas vous dire à la fin de cette conférence les 10 activités où il faut aller et les 10 activités où il ne faut pas aller. Parce qu'on serait impossible de répondre. Non, après, il y a une notion de pari dans le marché émergent, mais qui est pas, il y a un pari mesuré qui n'est pas dans une activité plus classique. Et un marché niche, oui, il faut faire plus attention au fait que j'arriverai à un moment donné à une vitesse de croissance qui ne grossira plus, parce que c'est un marché qui est par essence fini, enfin, avec pas qui ne croîtra pas. Charlotte, merci beaucoup. Merci pour cet éventail, ce passage en vue des différents marchés. Si vous avez des questions, je crois qu'il y a des micros dans la salle. Surtout, n'hésitez pas. Non, c'est... Tout le monde. Jacques, tu n'as même pas une. On vous apporte le micro. Oui. Oui. Merci. Oui. Sur les marchés de niche, donc j'ai bien compris qu'il y avait une problématique de croissance à long terme du marché. Mais du coup, j'ai pas bien compris quels pouvaient être les intérêts d'investir sur un marché de niche, du coup. Sur un service très spécialisé. Très spécifique, ouais. Parce qu'il y a... Il y a un besoin. Il y a un besoin, ça correspond quand même à un besoin. Je vous vois plus. Oui. Non, mais ça correspond à un besoin et c'est hyper fidélisant, puisque il y aura pas 4000 enseignes. Vous allez répondre à un besoin et vous allez être seul à y répondre. Et du coup, on a un marché qui va fonctionner, qui est très solide en période de crise. Le marché de niche, c'est un marché qui est très solide en période de crise, puisque, je vous dis, il correspond à un vrai besoin. C'est pas de l'impulsion, c'est un marché qui est très fidélisant. Donc ça peut être intéressant à ce titre-là. Et puis parce que l'activité est une activité qui vous intéresse aussi. Moi, je travaille chez Territoire et Marketing. On fait du géomarketing. C'est un marché de niche aussi. C'est pas un marché qui est très gros. Il y a pas, on doit être une dizaine d'instituts. Et c'est pas, oui, c'est un marché qui croît un peu parce qu'on parle tous de géolocalisation, mais c'est un marché de niche aussi. Mais voilà, on a des clients très fidèles et on aime bien ce qu'on fait. Donc oui, il y a un intérêt. Mais c'est pas un Eldorado sur lequel il pourra y avoir des dizaines d'acteurs.
est-ce que pour les futurs franchisés, il ne faut pas les mettre en garde entre marché de niche et marché de mode? Voilà, les marchés de niche. Voilà, la niche, par exemple, la maison au Saturbois, on va dire c'est une niche, mais c'est pas forcément une mode. Mais par contre, cette niche peut se révéler porteuse. Oui. En revanche, des marchés de mode peuvent se révéler à terme dangereux ou casse-couci. Là, par exemple, la législation, demain, la législation confère au bureau de tabac le monopole de la vente des cigarettes électroniques, et voilà, tous ceux qui seraient installés, bon, que deviendraient-ils? Voilà. Ah, mais c'est un peu ce qui s'est passé sur j'ai pas de réponse. Sur les énergies, le photovoltaïque. Après, c'est à chaque réseau. Il faut évaluer le réseau qui nous intéresse, sa capacité à dépasser l'effet de mode. Par exemple, je vous disais les burgers, ou est-ce que, quand je les interroge, qu'est-ce qu'ils me répondent quand je leur demande quand la mode du burger sera passée, est-ce que vous avez une réponse à apporter? Est-ce qu'ils sont complètement dépendants de cet effet de mode? Comme on avait certaines enseignes qui faisaient du photovoltaïque qui étaient complètement dépendantes des aides gouvernementales, est-ce qu'ils ont prévu le moment où ça serait remis en cause? Et ça, c'est à chaque enseigne. Si l'enseigne est capable de me dire oui, on a prévu ça, on a prévu qu'en ce cas-là, oui, là, je sais que ça va être quelque chose de pérenne, parce que être dans la mode, exploiter les effets de mode, j'ai un local de restauration, je fais du burger, mais je sais qu'à un moment donné, je proposerai un éventail un peu plus large, et je me mettrai peut-être sur une autre mode. Oui, ok, là c'est intéressant parce que je suis dans un investissement qui ne sera pas perdu et qui ne fermera pas, qui mettra pas la clé sous la porte à partir du moment où l'effet de mode sera passé. Mais c'est pour ça que là c'est individuellement chaque enseigne qu'il faut aller interroger là-dessus. Mais il faut à tout prix les interroger sur quid de l'effet de mode, qu'est-ce qui se passe après. C'est vrai, Jacques, il y a aussi un autre exemple qui est les bars à jus ou les smoothies, où quand ils sont arrivés en force sur le marché français, ils étaient très concentrés sur une micro-activité, mais en France, que le smoothie, on a du mal à en vivre. Du coup, au fur et à mesure, les concepts se sont un peu, on va dire, ils ont un peu densifié leur offre et proposent désormais une offre de sandwich ou de petites choses à manger, parce que le smoothie ou le jus de fruits tout seul, c'était pas évident, hein. Et à l'inverse, ceux qui font des sandwichs, je pense notamment à des concepts comme Classcroûte. Oui, ils se sont mis Ils se sont mis, en rachetant une enseigne comme Juice Bayou, à proposer des concepts de bar à jus. Donc on voyait, chacun essaie de moduler son concept en dehors des effets de mode. D'autres questions? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous souhaite un bon salon. De toute façon, on est à votre dispo pour répondre à votre question après la conférence. Merci.